Bonjour, donc moi je suis Jennifer Amsalem de l'INRAE, de l'UMR Tétis à Montpellier. Et donc je vais vous faire une petite présentation sur les images de nuit très haute résolution pour répondre aux enjeux liés à la pollution lumineuse. Alors pour information, je ne suis pas du tout spécialiste en télédétection, donc peut-être qu'effectivement, si vous avez des questions voilà, très techniques, je ne saurais pas forcément y répondre. Donc ça sera important, comme le disait Pierre, de le mettre dans le klaxoon pour qu'on retransfère ces questions et qu'on puisse y répondre par la suite. Alors, donc je vais repartir un petit peu des enjeux. Donc là, on est vraiment sur un enjeu lié à la pollution lumineuse, puisque la pollution lumineuse, c'est un phénomène qui est de plus en plus grandissant depuis ces dernières années. Hein. Le développement de la lumière, il s'est fait vraiment dans le sillage de l'urbanisation et il a pris énormément d'ampleur depuis que les enjeux liés au changement climatique demandent aux collectivités de réduire leur consommation énergétique. Et en fait, tout ça, ça a généré un changement par les LED qui coûtaient beaucoup moins cher et qui consomment très peu d'énergie. Mais en fait, ça coûte tellement pas cher que du coup, il y a eu une multiplication des points lumineux en France et même partout dans le monde. Et donc, en fait, on a vu ce phénomène de pollution lumineuse s'amplifier. Alors, du coup, autour de ce phénomène, il y a plusieurs enjeux. Donc, le premier, c'est la préservation de la biodiversité. Il faut savoir qu'il y a une grande partie des animaux qui sont actifs la nuit, notamment les insectes, par exemple, donc ils sont, vous voyez, souvent attirés par la lumière. Et en fait, bah, ils vont s'épuiser autour du lampadaire en tournant au lieu d'aller se nourrir et se reproduire. Voilà, sachant que 60% des insectes nocturnes sont des pollinisateurs. Voilà, donc dans les pollinisateurs, il n'y a pas que les abeilles, mais il y a aussi plein d'espèces d'insectes nocturnes. On a aussi les chauves-souris, par exemple, qui sont très, très impactées, soit parce que dès qu'il va y avoir une route illuminée par des lampadaires, elles ne vont pas pouvoir traverser cette route parce qu'elles sont ce qu'on appelle lucifuges. Elles détestent la lumière, soit d'autres qui sont un peu opportunistes et qui ont compris qu'il y a des insectes et que donc il y a de la nourriture autour des lampadaires. Donc elles vont venir s'alimenter autour des lampadaires, sauf qu'en fait, du coup, elles vont se nourrir que de certaines espèces d'insectes et c'est pas forcément le régime alimentaire suffisamment varié dont elles auraient besoin. On a aussi des petits mammifères qui sont impactés justement par l'éclairage artificiel, la lumière artificielle, les vers luisants qui sont très très impactés aussi puisque eux, la reproduction dépend justement d'une faible luminosité dans la nature, de l'obscurité. On a les oiseaux migrateurs, par exemple, qui s'orientent aussi avec les positions des étoiles. Et donc là, on a plutôt les effets de halo lumineux autour de villes ou de métropoles qui empêchent cette visibilité. Mais on a aussi les poissons et des espèces des milieux aquatiques. Voilà, donc on a quand même une biodiversité fortement impactée par cette lumière artificielle. On a aussi ce qu'on appelle la pollution lumineuse. Elle crée une pollution environnementale et paysagère, donc pour l'observation des étoiles dans le ciel, et aussi pour toujours les enjeux de changement climatique et donc dans l'objectif de réduire des consommations d'énergie. Et enfin, on a aussi l'enjeu de préservation de la santé humaine, puisqu'en fait, la lumière artificielle, notamment qui émet dans le bleu, dérègle l'hormone du sommeil, la mélatonine. Et donc, la lumière extérieure qui vient à l'intérieur des habitations est appelée la lumière intrusive. Et c'est pareil, pendant très longtemps, les gens ne pensaient pas qu'ils avaient le droit de se plaindre des lampadaires qui éclairent à l'intérieur de leur maison. Et maintenant, le contexte réglementaire a beaucoup évolué. Et donc l'ANSES recommande justement de dormir vraiment dans une obscurité totale pour avoir un sommeil de qualité. Donc, sur cette question-là, le contexte réglementaire a énormément évolué. Il est apparu dans le Grenelle de l'environnement, où il en a un petit peu parlé des émissions de lumière artificielle. Ensuite, il y a des choses un petit peu plus précises qui ont été inscrites dans la loi biodiversité de 2016, avec la notion de paysage nocturne comme patrimoine commun, le devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et à la protection de l'environnement nocturne, ou encore de trame nocturne.
Et puis, c'est vraiment l'arrêté sur la prévention, la réduction et la limitation des nuisances lumineuses du 27 décembre 2018 qui va fixer des règles et des prescriptions, en fait, techniques et temporelles pour limiter les nuisances lumineuses extérieures. Donc, ça va principalement concerner l'orientation des luminaires, donc le fait d'orienter les luminaires vers le bas pour ne pas illuminer inutilement d'autres espaces, comme par exemple les boules lumineuses qui émettent vers le haut, et du coup, on n'a pas besoin que ça éclaire vers le haut. L'intensité lumineuse, donc le fait de ne pas mettre des lampadaires à trop forte intensité, et aussi donc les températures de couleur, donc qui sont importantes, puisque en fait les LED ont tendance à émettre beaucoup dans le blanc et le bleu, et donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça c'est défavorable à la biodiversité et à l'humain aussi. Donc voilà. Et puis, il y a aussi des obligations d'extinction sur certaines zones où il n'y a pas du tout d'activité, des parkings la nuit, des commerces, etc., sur certaines plages horaires. Et puis, il y a des dispositions aussi spécifiques sur certains territoires, notamment les parcs naturels régionaux, les parcs nationaux, les parcs naturels marins et les réserves nationales. Donc là, toujours dans un objectif de préserver la biodiversité et certains milieux en particulier, notamment les surfaces en eau qu'il est interdit d'éclairer directement. Donc, en fait, cette évolution réglementaire qui n'existait pas du tout avant, elle a généré une augmentation de la demande de connaissances sur la pollution lumineuse. Donc, les premières demandes, moi, que j'ai eues à l'époque, c'était à l'échelle nationale. Donc, le ministère de l'écologie souhaitait, dans son Observatoire national de la biodiversité, produire un indicateur de la pollution lumineuse en France. Donc, c'est là qu'on a commencé à se pencher sur ces questions-là. Et donc là, c'est plutôt des images VIRS, donc à basse résolution, qui ont été utilisées. Mais les images VIRS, elles ne captent pas dans le bleu. Alors, elles sont gratuites. Bon, pour une échelle nationale, ça peut suffire, ou même sur une échelle régionale. Mais on sait que le bleu, c'est quand même un élément important dans la pollution lumineuse, et ça, VIRS ne le permet pas. Et aux échelles locales, donc moi je travaille notamment dans le cadre du Centre de ressources trames vertes et bleues, on a une augmentation importante des demandes vraiment liées à la pollution lumineuse, donc des collectivités, des parcs naturels régionaux qui nous demandent des informations sur les impacts justement de cette pollution lumineuse sur les continuités écologiques. Comment est-ce qu'on fait pour mettre en place une trame noire? Donc là, c'est vraiment l'idée de dire qu'on doit préserver des réservoirs de biodiversité nocturne et des corridors écologiques nocturnes pour la biodiversité nocturne. Et quelles données est-ce qu'on doit utiliser? Alors, sur les données à utiliser, donc à une échelle locale, donc il y a des bases de données d'éclairage public, puisque les collectivités, notamment les communes ou intercommunalités, ce sont elles en général qui ont la compétence sur l'éclairage public. Sauf que ces bases de données, d'abord, elles ne couvrent pas l'éclairage privé qui peut aller jusqu'à 30% en France de l'éclairage extérieur. On a une grosse hétérogénéité des données lorsque les données existent. Donc, en plus, quand on doit mener des analyses un petit peu globales sur des grands territoires, c'est très compliqué. Voilà, il n'y a pas forcément d'interopérabilité, elles ne sont pas complètes. Il y a des territoires où il n'y a pas de base de données. Et les informations qui sont contenues dans ces bases de données, eh ben, elles n'ont pas toujours les informations pertinentes dont on a besoin pour faire nos analyses. Donc, par exemple, la température de couleur. Voilà. Donc, ça nous a amené à réfléchir au constat qu'il il fallait un standard de base de données éclairage extérieur. Donc, ça, c'est un travail qui est en cours aussi qu'on mène pour que justement déjà toutes les bases de données éclairage extérieur, donc public et dans un second temps privé, puissent être un petit peu standardisées. Et à terme, le ministère de l'écologie souhaiterait centraliser justement toutes ces données de façon un petit peu propre, du coup, en utilisant ce standard. Donc là, il y a vraiment des objectifs qui sont quand même affichés dans le nouveau plan national santé-environnement qui a été élaboré par les ministères de la Santé et de l'Écologie. Donc il y a vraiment, voilà, il y a vraiment des choses qui sortent à la fois du niveau national des besoins et aussi des échelles locales. Et donc, on a les images satellites très haute résolution dont je vais vous parler ici. Donc, c'est G-Link 1 de CG Satellite. Donc, l'intérêt, c'est que ça couvre l'ensemble des points lumineux, donc à la fois le public et le privé. On a une connaissance homogène sur tout le territoire. Donc là, on n'a pas de problème de base de données. Hein. On a vraiment la visibilité sur l'ensemble du territoire. Donc ça, c'est très bien.
Et ça va nous permettre d'identifier des points lumineux et des secteurs qui sont les plus problématiques. Alors, je vais vous présenter un peu des exemples de l'intérêt vraiment de l'image satellite très haute résolution. Donc, par exemple, on a une réunion il n'y a pas très longtemps avec la métropole du Grand Paris qui souhaite réaliser une trame noire. Sauf que eux, ils n'ont pas la compétence éclairage. C'est vraiment les communes de tout le Grand Paris, chacune a sa base de données, ou pas d'ailleurs, mais enfin. Donc, ça va être compliqué de travailler avec cette donnée-là. Et en plus, c'est un très grand territoire. Donc là, pour eux, la seule donnée d'entrée possible pour analyser la pollution lumineuse, ça va être vraiment les images satellites très haute résolution. Voilà. Après, il faudra travailler sur un long terme sur d'autres données, mais en tout cas, cette image satellite a le mérite de pouvoir travailler vraiment sur l'élaboration d'une trame noire dans des délais acceptables et raisonnables. On a également un travail en cours avec Montpellier Métropole, donc qui nous a contacté en nous disant qu'ils souhaitaient réaliser une trame noire. Donc là, qui est en lien avec leur plan lumière. Donc là, il y a un portage politique fort. Hein, c'est vraiment l'élu justement sur ces aspects-là qui est venu nous voir. Donc eux, ils ont une compétence éclairage récente. Donc eux, pour le coup, ils ont une base de données qui est en train d'être finalisée et qui centralise du coup toutes les données de toutes les communes. Mais il y a un problème d'homogénéité des données selon les communes. Voilà. Et il n'y a pas le privé. Et donc, c'est vrai que pour des grandes métropoles, en général, il y a des grandes zones d'activité commerciale, etc. Et donc, le privé, en fait, peut être très important dans certains secteurs. Donc, voilà. Donc, l'image satellite, là, en l'occurrence, elle va vraiment permettre de bien compléter les points lumineux manquants et de réaliser donc des analyses automatisées sur l'ensemble du territoire. Et à 11 Alors, minutes. ouais, je suis désolée, je me dépêche. Donc, il y a plein d'autres collectivités qui se sont déjà lancées dans l'acquisition d'images très haute résolution. Donc, il y a Périgueux-Bergerac, la Nouvelle-Calédonie, Strasbourg, le Grand Genève, Fribourg, et en cours ou à venir. Donc, il y a Niort, il y a PNR de la Narbonnaise, PNR Pays de l'Oise, PNR du Golfe du Morbihan, là qui ont sorti des appels d'offres pour faire des trames noires avec ces acquisitions. Et le bassin de Thau, par exemple, qui a un projet de recherche sur les huîtres et les effets justement de la lumière artificielle sur les huîtres. Alors là, je voulais vous montrer rapidement un petit peu ce que ça a donné. Juste pour vous montrer rapidement. Donc ça, c'est le centre de Montpellier. Ce qui est intéressant avec ces images-là, c'est qu'on voit vraiment point lumineux par point lumineux. Et quand on affiche le spectre bleu, ça nous permet là vraiment de voir en évidence les points qui émettent les plus dans le bleu et qui sont les plus problématiques. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Ça, je vous passe rapidement parce que Bastien l'a montré tout à l'heure. Donc, c'est un petit peu les analyses qu'on peut en tirer en transformant en radiance ou faire des analyses par microquartier iris pour identifier les secteurs les plus éclairés. Voilà. Alors, sur les résultats attendus avec ces images satellites, c'est vraiment identifier des secteurs et des points lumineux problématiques, ceux qui sont trop éclairés, ceux qui ne sont pas à la bonne température de couleur, ceux qui sont mal orientés. Donc, à la fois pour contribuer à se conformer à la réglementation, pour réduire les impacts sur la biodiversité, pour réaliser des économies d'énergie, identifier par exemple des secteurs où on fera de l'extinction ou alors où il faut remplacer le parc d'éclairage, pour observer les étoiles et enfin pour limiter le phénomène de lumière intrusive dans les habitations. Il y a aussi beaucoup de collectivités maintenant qui sont intéressées pour valoriser leurs actions et obtenir les labels Village étoilé, Ville et Village étoilés de France ou les réserves internationales de ciel étoilé comme les Cévennes ou le Mercantour. Voilà, alors juste pour finir, donc les limites de Jilin, c'est qu'on ne connaît pas encore bien, à mon sens, hein, le plein potentiel de ces images satellites. Donc, je pense qu'il faut continuer à expérimenter des travaux avec Jilin pour préciser les informations que Jilin peut apporter ou pas, justement. Donc là, par exemple, on est en train de travailler avec la télescope et Sarah Potin, je crois, qui est ici, donc qui est stagiaire et que je co-encadre. Et donc, on s'aperçoit que Jilin, en fait, fait des acquisitions dans le bleu, mais aussi dans le violet. Donc ça peut un petit peu fausser certains résultats. Donc, on a voilà, des petites surprises sur certains types de lampes. Mais c'est intéressant voilà, parce que ça donne aussi un certain potentiel. Poursuivre la production de méthodes et de traitements d'analyse et finaliser aussi la méthode d'autorectification
automatisées. Voilà, parce que ça, c'est un problème à la base de ces images aussi, c'est elles sont pas calées. Donc, il y a un travail d'autorectification à faire. Les limites aussi, c'est les horaires de passage, parce que parfois, les gens nous demandent: «Ah bah oui, mais nous, on voudrait des images stat en milieu de nuit, à 3 heures du matin, pour voir justement notre extinction sur notre commune». En fait, ça, c'est pas possible. C'est des extinctions, voilà, c'est des passages qui sont automatisés, hein. On ne peut pas demander aux satellites de ralentir ou d'accélérer. Donc, on est plutôt sur du 22h30, minuit 30 en période d'acquisition. Et donc, on a quand même un coût élevé par rapport aux images très haute résolution de jour. Donc, ça peut être bloquant pour des petites collectivités. Voilà, il y a des prix quand même qui sont moins élevés pour les images d'archives. Et donc, il y a des possibilités de négocier pour des grands volumes commandés. Et donc, ça nécessite aussi de mutualiser et de regrouper des commandes. Voilà. Donc, dans les Carmine, perspectives, dernière diapo. Donc l'idée, voilà, c'est maintenant de mieux communiquer sur les expériences en cours pour mieux faire connaître ce qui est possible de faire avec ces images-là, de former aussi. C'est quand même un produit qui est disponible depuis pas longtemps en fait en France, donc il y a plein de gens qui ne sont pas du tout au courant que ça existe. Donc là, on est en train de se dire qu'il faut qu'on recense les besoins en images G-Lean, justement. Donc là, on lance aujourd'hui une enquête INRAE sur les besoins en imagerie satellitaire de nuit très haute résolution. Donc là, je vous ai mis le lien, donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à remplir le sondage, de façon à ce qu'ensuite on étudie avec Dynamis s'il y a un intérêt suite à ce sondage-là. Donc, si on reçoit beaucoup de réponses de personnes qui sont intéressées par ces images-là, alors à ce moment-là, avec Dynamis, on va essayer de réfléchir à construire un modèle économique viable pour acquérir, traiter et diffuser ces images pour un accès facilité, notamment auprès des acteurs publics, puisque donc sur l'éclairage, bon, on a potentiellement 36 000 communes qui pourraient être intéressées.